Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Vous diriez ce matin que vous êtes sûr qu'on est reparti pour 70 ans de paix? Ah, je ne le dirais pas. Mais ce qui m'a le plus frappé pendant ces cérémonies, c'est l'émotion patriotique, la mobilisation populaire, le fait que c'était un événement très, très fort qui faisait appel au souvenir. Pourquoi? Parce que la Grande Guerre a été un événement qui a touché toutes les familles, où il y a eu dans chaque histoire un mort, dans la un blessé. vôtre aussi. Dans la mienne aussi. Vous avez parlé de votre grand-père. Je ne suis pas le seul, loin de là, malheureusement. Et ce qui fait qu'il y a eu une forme de mobilisation populaire autour de ces événements. Et il y a eu des messages. Ce qui a été très fort, c'est que pendant ces journées, les gens, les Français ont retrouvé l'histoire de leur grand-père, ont cherché des photos, ont trouvé des lettres. Une unité, ils ont retrouvé une unité. Je crois qu'il y avait ce sentiment-là, un vrai sentiment patriotique qui s'est manifesté. Il y a eu des messages, un message en particulier. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa trahison. Oui, c'est à Donald Trump que s'adressait ce message d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est à Donald Trump, mais aussi à l'ensemble de ceux qui étaient là. Ce qui est aussi très frappant, ils ne se sentaient pas tous concernés de la même manière. Ce qui était très frappant, c'est cette photo hier après-midi au Forum de la Paix, où finalement le président de la République disait aux 84 chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, est-ce que c'est finalement une photo de paix entre nous, ou est-ce que c'est la dernière image avant le désordre mondial? Et la force du message qui a été donné par la France, parce qu'il fallait organiser cette manifestation, c'était que la paix peut être au rendez-vous à condition qu'il y ait des volontés. Sincèrement, Jean-Yves Le Drian, ça aurait été mieux que le président des États-Unis soit là. Quel sens ça a d'organiser un forum pour la paix sans les États-Unis? Il était là. Au Forum sur la paix? Il n'était pas au Forum sur la paix, mais il est venu avant-hier. Il y a eu une réunion importante avec le président Macron. Il y a eu des entretiens, j'ai eu moi-même des entretiens avec Mike Pompeo. Il était au déjeuner, au dîner, donc il était présent, mais il avait un agenda spécifique. Vous êtes chef de la diplomatie française, vous savez manier le langage diplomate, mais quand même. Donald Trump a ostensiblement marqué sa différence tout le week-end, commençant par un tweet vengeur sur la défense européenne, un programme parallèle, une arrivée seule sur les Champs-Élysées, une absence au Forum sur la paix. Il y a Donald Trump et le reste du monde. Il faut accepter. Il y a d'abord des interprétations qu'il ne faut pas avoir. Il y a des problèmes de sécurité qui font que certains chefs d'État arrivent un peu plus tard que les autres. C'était le cas de Donald Trump, comme du président Poutine, comme du Premier ministre Netanyahou. Et puis il y avait un agenda spécifique. Mais on sait qu'il y a deux lignes. On sait qu'il y a deux orientations. Ça n'a pas empêché le président Trump d'être là, parce qu'on sait aussi qu'il y a des points communs d'analyse de la part des États-Unis et de la France et de plusieurs pays de l'Union européenne par rapport aux crises mondiales. Mais il y a deux lignes différentes. Il y a celle qui a été développée hier très longuement par le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui est de dire qu'il faut des règles entre nous. Il faut que les grands enjeux du monde puissent faire l'objet. Et il y a ceux qui sont dans le rapport de force. Donald Trump appelle l'Europe parfois le consortium, parfois même l'adversaire. Est-ce que vous diriez aujourd'hui encore les États-Unis l'allié, l'Amérique l'allié de l'Europe, ou c'est un allié sous condition? Quel mot vous utilisez pour qualifier? C'est un allié historique, c'est toujours notre allié. Nous avons, sur un certain nombre de grands problèmes du monde, des analyses communes. Nous sommes aussi l'un et l'autre préoccupés par la prolifération nucléaire, par la nécessité pour l'Iran de ne pas accéder à l'arme nucléaire. Nous sommes en phase sur l'analyse que nous menons sur la Syrie. Nous sommes en phase sur l'analyse que nous menons sur la Libye, sur l'Afrique, sur les risques terroristes. Nous avons beaucoup de points communs et nous avons une divergence d'appréciation sur ce que l'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire est-ce que les pays du monde peuvent se mettre d'accord sur une coopération, sur des règles communes, ou est-ce que c'est l'addition de rapports de force? Rappelez-vous, lorsque le président de la République est allé à New York en septembre dernier, il y a eu deux grands discours, le sien et celui du président Trump. Ils étaient opposés sur la manière d'organiser le monde à l'avenir. C'est le sujet qui est sur la table. Malgré les oppositions, les rapports sont toujours cordiaux. C'est ça que vous nous expliquez ce matin? Il y a des divergences. Il y a des divergences, il y a deux lignes différentes sur l'organisation du monde, c'est clair. Nous sommes, nous, favorables à ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire tous les grands enjeux du monde, le défi migratoire, le défi climatique, le défi de l'innovation, doivent se régler par la coopération et non pas par la confrontation. Et quelle doit être la réponse de l'Europe? Le président Trump dit moi je suis dans la confrontation. Je pense que c'est le rapport de force qui permet le règlement des problèmes, et malheureusement le rapport de force n'aboutit pas à cela. Et heureusement, nous avons pu constater que nous sommes nombreux à croire toujours à la coopération. Nous sommes nombreux. Il s'est isolé ce week-end, à votre avis? Je pense qu'il était un peu seul par rapport à tous ceux qui étaient réunis à la Villette pour parler de la paix de demain.
faire en sorte que cette paix de demain ne soit pas uniquement le fait des États, mais qu'il soit aussi le fait de ce qu'on appelle la société civile, des organisations, des ONG, des entreprises. Bref, l'ensemble du monde a besoin de réinventer un mode de fonctionnement différent. On peut parler de la paix de demain et puis on peut aussi parler de la paix d'aujourd'hui. Pendant que la France organise le Forum de la paix, il y a une guerre depuis 2014 au Yémen qui a fait 10 000 morts, 14 millions de personnes sont menacées de famine. C'est l'enfer sur Terre, ce sont les mots d'un responsable de l'ONU. Tant que les États-Unis soutiennent les Saoudiens, on ne peut rien faire. C'est une sale guerre. Oui, c'est une sale guerre mais dont il faut mettre sur la table tous les paramètres. Parce que le point de départ de cette guerre en avril 2015, c'est le fait qu'il y a un coup d'État organisé par les Houthis, soutenu par l'Iran, qui renverse le président Hadi, qui était reconnu par la communauté internationale. Et il y a à ce moment-là une résolution du Conseil de sécurité qui dit c'est le président Hadi qui est le chef d'État reconnu. Et depuis, il y a à la fois une guerre civile et aussi une guerre régionale. Mais une guerre civile où il n'y a pas uniquement les Houthis, pas uniquement ceux qui soutiennent le président Hadi, mais aussi Al-Qaïda, mais aussi Daesh, mais aussi les lieux où... Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut que la communauté humanitaire... Non, ça veut dire qu'il faut que la communauté internationale dise ça suffit. C'est ce que disent les États-Unis, c'est ce que nous disons, c'est ce que disent les Britanniques. Dans l'indifférence générale. Il va y avoir dans peu de jours une réunion importante en Suède où vont se réunir normalement les parties prenantes pour mettre en œuvre un processus qui commence par le cessez-le-feu, qui commence par l'accès à l'aide humanitaire et qui se poursuit par un règlement politique. Il n'y aura pas de vainqueur dans cette guerre. Donc il faut arrêter les frais. Les armes françaises, les frégates que vous avez vendues à l'Arabie Saoudite, servent-elles en ce moment pour le blocus d'Hodeïda ? Les frégates laissent passer, si je crois en les informations, la flotte saoudienne, comme les unités émiriennes laissent passer l'aide humanitaire. Le problème de l'aide humanitaire, c'est qu'elle est ensuite réutilisée par les Houthis pour en faire une malversation. Donc c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait une pression forte internationale. Je crois que c'est ce qui va se passer. J'ai eu mon collègue iranien pour le lui dire avant-hier. Nous avons parlé de tout cela avec Mike Pompeo aussi hier. Cette nécessité doit être largement partagée parce que le Yémen, c'est un symbole de la guerre sale. La question de la suspension des ventes d'armes, comme le rappelle Dominique de Villepin ce week-end, n'est pas un sujet. C'est une question qui se pose dans le contexte avec justement des civils qui sont visés, Jean-Yves Le Drian. Aucune de nos armes vendues à l'Arabie Saoudite, et d'ailleurs de manière très, très modérée, parce qu'on exagère beaucoup la relation militaire entre la France et l'Arabie Saoudite. Il y a une relation très forte entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis et la Grande-Bretagne, très faible avec la France. Il n'empêche que nous avons des règles extrêmement strictes pour les ventes d'armes qui nous interdisent de vendre des armes qui puissent toucher les civils. Et en Arabie Saoudite, nous ne le faisons pas du tout, puisque nos relations sont limitées surtout à la flotte que vous avez évoqué tout à l'heure. Jamal Khashoggi, selon la presse britannique, était sur le point de révéler l'utilisation d'armes chimiques, justement, au Yémen, pour tenter de venir à bout de la rébellion Houthi, soutenue par l'Iran. Si c'était le cas, vous le sauriez, vous le condamneriez. Je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur l'affaire Khashoggi, la vérité n'est pas au rendez-vous. Le compte n'y est pas. Et pourtant, donc, le président turc dit, vous savez, la France sait. Notre position, c'est la vérité, les circonstances, les coupables, et qu'ensuite, nous prendrons les sanctions nécessaires. Le président turc dit « il » connaissait la vérité. Il, c'est vous, enfin c'est la France, c'est nous, les États-Unis, les Britanniques qui ont eu accès à ces enregistrements. Si le président turc a des informations à nous donner, il faut qu'il nous les donne. Ça veut dire qu'il ne vous les a pas données ? Pour l'instant, je n'ai pas connaissance. Ça veut dire qu'il a menti ? Ça veut dire qu'il a un jeu politique particulier dans cette circonstance. Il y a un mouvement de grogne chez les professeurs. Aujourd'hui, on change de sujet, vous avez bien compris. Il y a un mouvement de grogne chez les Gilets jaunes sur la question des prix des carburants. Dominique de Villepin, interrogé hier, disait on s'avance vers une crise politique d'une extrême gravité. Moi, je comprends un certain nombre de réactions, mais je ne partage pas l'analyse de M. de Villepin. Ouais. Il y a un enjeu majeur en France, c'est l'inégalité devant la mobilité. Il y a un certain nombre de Français qui ont la capacité de se rendre mobiles très facilement parce qu'ils vivent dans des villes, parce qu'il y a des services de transport en commun qui sont pertinents. Et puis il y a une partie des Français qui sont handicapés par la mobilité. Ça veut dire que vous comprenez la colère des Gilets jaunes ? Je comprends une partie de cette colère, je ne pense pas sur la bonne réponse. Et le président de la République, dans son itinérance dans l'Est, a montré qu'il avait entendu et que le gouvernement prendra des initiatives à cet égard. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian. C'est à vous, Laurent.